Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 22 septembre 2021. Il est 20h02. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation avant de passer la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments ou autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà pour ce soir. Je passe la parole à notre ami Aviram. Merci, Joël. Plaisir. Ça nous fait rêver. Hmm, voilà. Vous m'entendez et voyez la présentation? Pour moi, c'est bon. Très bien. On va dire c'est bon pour tout le monde. Ah, c'est pas sûr ça. Il faut que se manifester si ça va pas. Quelqu'un d'autre m'entend? Oui, oui, tout va bien. Ah, ok, merci. Donc, aujourd'hui, la multiplication du 398e Knowledge Seeker Workshop de jeudi passé. J'ai pris un thème suggéré par Monsieur Kesh, pas avec les mêmes mots, mais avec le même sens, que nous deviendrons toutes des métamorphes. Métamorphes, pour ceux qui connaissent l'anglais, je crois, un film qui s'appelle Shapeshifters. C'est des gens, c'est plutôt horreur, mais c'est ça. C'est pas vraiment l'horreur pour nous, c'est une bénédiction. Donc, j'ai choisi des photos dans le titre de notre choix de reconstituer notre corps après un voyage sur la Lune, par exemple. On pourrait reconstruire notre corps comme une fleur, comme un animal, comme un extraterrestre ou un avatar, ou comme sans corps. De toute façon, on va à ce moment-là rester sur le plan fondamental, c'est-à-dire juste en tant qu'âme. Et vous savez peut-être si vous avez des amis qui ont eu une expérience de mort imminente. Dans ce cas-là, par exemple, moi j'ai une amie qui a eu ça pendant une opération. Donc elle est morte sur la table de OP et elle a quitté son corps et son âme de la forme physique, j'imagine. Elle flottait au plancher et elle voyait et entendait tout ce que les médecins faisaient. Donc tout ça, ça veut dire que pour percevoir un endroit, nous n'avons pas besoin de nos sens liés ou incarnés dans notre corps physique. On peut très bien, comme c'est la preuve, avoir toutes les perceptions sensorielles sans passer par les sens physiques.
pour ceux qui ont étudié un peu plus les enseignements de Grigory Grabovoy savent ce que Monsieur Grabovoy appelle la clairvoyance. C'est aussi une méthode de perception qui est extrasensorielle, c'est-à-dire elle aussi, on peut la utiliser déjà pendant qu'on corps est incarné dans le corps ici, mais sans vraiment utiliser les sens physiques, mais les capacités de notre mental plus structurées. Voilà. Alors, les bonnes nouvelles, M. Kesh, au début de l'émission, nous a confirmé qu'il y a deux remèdes, on peut dire, sur base de GANS dans le magasin de la Fondation Kesh. Un, c'est pour le traitement des champignons par le GANS. J'ai introduit ça la dernière fois. C'est un petit flacon en plastique qui contient du GANS et on ajoute tout le flacon, le contenu à un demi-litre d'eau. On remue bien pour que l'eau change de l'état matériel à l'état plasmique. Ensuite, on peut utiliser le liquide clair qui est par-dessus la sédimentation du GANS au fond de la bouteille. Et on peut appliquer ce liquide clair 3 fois par jour à tous les endroits du corps qui sont affectés par des infections fongiques. C'est la plupart du temps c'est autour des ongles de la main ou les ongles des orteils des pieds. La durée de vie est très longue. Cette substance, le GANS, peut être utilisé jusqu'on ne le voit plus. Donc, ça dépend de la fréquence et de la gravité de la maladie. Dans ce cas, si l'infection est très grave, le GANS va changer d'endroit, on pourrait dire plus rapidement, c'est-à-dire le GANS va être absorbé par le corps, il ne disparaît pas, il change juste d'endroit. Il va disparaître du flacon et il va, parce qu'il se relocalise dans le corps physique. Deuxième produit, c'est un produit pour le traitement de l'eau potable avec le GANS. C'est pour les gens qui font des voyages. Aujourd'hui, c'est devenu très, très compliqué de faire des voyages. Mais il y a quand même des gens qui font des voyages. Et quand on s'en va dans des régions où on n'a pas confiance à l'eau potable, on peut utiliser ce flacon avec du GANS également. Alors, on ajoute tout le flacon, tout le contenu à 1 litre d'eau qu'on veut traiter. On mélange et on laisse sédimenter et on peut boire ou laver les légumes ou se laver après ou brosser les dents avec l'eau claire. Dans la prescription, c'est dit le tiers supérieur de la bouteille de l'eau claire pour vraiment éviter de consommer le GANS directement qui est déconseillé fortement. Pour ce produit-là, c'est spécifié que le moment où le volume de GANS a perdu la moitié de son volume, il n'est plus utilisable, on devrait le restocker avec une autre bouteille ou acheter une autre bouteille de la Fondation Kesh pour continuer l'utilisation. Le déploiement de GANS, évidemment, c'est lié à le taux de contamination de l'eau et on sait que par des expériences au Japon, pendant le temps de Fukushima,
avec une expérience avec des rats, ou des souris, on a trouvé que le GANS peut se mettre autour des particules contaminantes, des contaminants, pour après, ils ne peuvent plus être résorbés par le corps, mais quittent le corps par les voies naturelles, c'est-à-dire pipi caca. Donc, de cette manière-là, la quantité de GANS se diminue avec le temps. Ça peut être la raison. Si c'est un GANS qui est un peu dans la même catégorie que le GANS utilisé à l'époque, c'était principalement CO2. Monsieur Kirsch ne donne pas les recettes de cette GANS-là pour des raisons de... Vous savez, des gens qui sont malveillants, qui utilisent ça pour faire leur propre compagnie, créer beaucoup d'argent et nuire à la fondation après. Bon, c'est pas nous, mais c'est pas clair. C'est clair aussi que c'est une bonne idée que la fondation se protège de cette manière-là si Monsieur Kirsch juge cela nécessaire. La troisième, c'était pas encore rendu sur le magasin de la Fondation Kirsch jeudi passé, mais on a vu quand même des photos. Rick a mis ça dans le Zoom. Ça s'appelle Plasma Wind, le vent du plasma, la puissance de la nature. Donc, vous voyez, c'est des ventilateurs. C'est en fait 5 ventilateurs c'est 4 ventilateurs, pardon, qui peuvent être qui contiennent chacun sur le roteur du ventilateur et fixer une boule de GANS et les 4 sont configurés ou peuvent être configurés dans une formation étoile que vous reconnaissez sûrement. Et ce système-là crée un champ plasmique très fort, tout dépendamment quel GANS on met dans les 4 contenants et dans quelle concentration. Donc, pour faire marcher ça, c'est un superbe jouet pour des gens qui ont déjà un peu expérience avec faire le GANS, les différents GANS incluant Cap1, Cap2, et aussi peut-être les GANS de la Coupe de la Terre, Coupe de l'âme, Coupe de l'homme et la Coupe universelle. Si jamais quelqu'un s'est aventuré de fabriquer cela. Donc, après, M. Kirsch a dit, ça c'est un formidable jouet. On peut mettre des différentes sortes de GANS en différentes concentrations pour expérimenter après l'effet des champs qui se produisent par cette formation étoile. On peut aussi choisir l'endroit si on met toutes les 4 dans une pièce ou soit on a juste un petit appartement, soit on est toujours dans la même pièce finalement de sa maison, ou si on a une plus grande maison occupée, on peut mettre les 4 unités dans des endroits différents de la maison pour étendre le champ également, si on veut, dans la maison. On peut aussi voir sur la photo que dans le schéma, on pourrait dire, qui est montré à gauche, il y a comme une lumière blanche en forme de sphère qui se crée dans le centre de cette pyramide à 3 côtés. Et ça, évidemment, c'est l'âme qui se crée par les champs, par l'interaction des 4 champs plasmiques. Donc, on va savoir bientôt qu'est-ce que ça coûte et comment on peut commander cela. Vous voyez aussi sur l'image à droite un nouveau sigle de la Fondation Kirsch. La section des ventes est devenue une
compagnie séparée de la Fondation Kesh pour entre-temps la compagnie qui gère comment on appelle, le stock market et les brevets et tout ça, elle, aux États-Unis, elle était un peu congelée dernièrement, donc elle est revenue à la vie. Et dans cette optique-là, les ventes de la Fondation Cash au profit de la Fondation vont être gérées par une nouvelle compagnie qui s'appelle Cash Foundation Manufacturing Sales. Ça veut dire Fondation Cash Manufacture et Vente. Ensuite, c'est après-demain, le 24, Joël et Jean-Sébastien m'ont dit avant l'émission que le moment, le 24, c'est aussi le moment où la unité universelle d'amélioration qui était soumise par Rick dans un concours aux États-Unis, elle s'est très, très bien placée. Elle est elle a le plus de vues de toutes les catégories confondues. Mais si elle gagne ou pas le concours, ça va dépendre aussi d'un comité de scientifiques qui vont juger ça le 24. Donc, le 24, c'est vendredi. Donc, vous allez voir ça passer sur Facebook probablement ou dans des autres canaux de la Fondation Cash. Mais le 24 aussi, c'est M. Cash est engagé par colloquium international pour la deuxième édition d'un événement qui s'appelle Beyond Books Publication, c'est-à-dire publication au-delà des livres. C'est une conférence virtuelle internationale multidisciplinaire qui, cette fois-ci, comme par hasard, a pour thème la nouvelle ère de la technologie de l'espace. Et M. Kesh va parler pendant ce colloquium-là qui a lieu le 24 à 26 septembre à Athènes virtuellement, c'est-à-dire il n'y a pas une venue où on peut se rendre, c'est tout par Internet. Vous allez probablement demain, pendant le Knowledge Seeker Workshop, avoir plus d'informations où on peut écouter ça live si on peut ou pas. Ensuite, M. Kesh a annoncé qu'il y a des négociations avec le gouvernement iranien pour bâtir la première ville de connaissance en Iran. En fait, selon Aviram, peut-être c'est plus des informations, pas des romans que des journaux scientifiques en fin de compte. Mais quand même, je crois dans le temps avant la Renaissance, quand l'Europe était immergée dans le temps médiéval sombre, où l'Église catholique a bloqué toutes les connaissances, les vraies connaissances, pour remplir ses coffres. À ce moment-là, Isfahan s'appelait la capitale de la Perse à l'époque, était déjà une cité du savoir parce que c'était le seul endroit au monde où les connaissances pouvaient être enseignées et multipliées librement, sans contrôle du clergé. Donc, M. Kesh réinitie ce mouvement-là. Donc, une de ces villes-là va se bâtir ou la première en Iran.
et il encourage très fortement tous les autres pays de suivre le mouvement et de aussi installer ou bâtir, construire des villes qui vont s'appeler Cité du savoir, City of Knowledge, partout dans le monde, comme des îlots qui ne sont pas possédés par des grandes corporations ou des gouvernements, c'est-à-dire où ça serait possible de faire vraiment des recherches libres et non menottées par ces deux entités-là, corporations et gouvernements, ce qui est le cas normalement. Ensuite, on va rentrer dans le sujet. On a deux thèmes principaux ce soir. Le premier, c'est la suite de notre préparation au 6 juin pour le voyage par l'âme, par le plasma, la lumière du plasma de la Terre jusqu'à la Lune et retour. Et dans tous ces enseignements, ça peut être que quelques personnes parmi nous trouvent, inclus Aviram des fois, trouvent les enseignements en général, je peux dire, de Grigory Grabovoy et de M. Kesh, des fois très hermétiques ou on pourrait dire ésotériques. Donc, je me sens comme le mec, le petit gars sur la photo et j'ai, dans ma jeunesse avec l'école, j'ai éprouvé cette ressenti du petit gars. Oh, je comprends pas. Et quand on dit ça, je comprends pas, qu'est-ce que c'est l'effet? On augmente sa capacité de ne pas comprendre ou en autres mots, on diminue encore sa capacité de comprendre. Et M. Kesh a parlé de ça. Il a dit il y a beaucoup de gens qui, tout d'abord, faut le dire très clairement, la majorité de la population humaine ne connaît ni M. Kesh ni Grigory Grabovoy. Après, il y a une certaine fraction dont j'ignore le nombre qui connaissent, qui ont déjà entendu le nom de la Fondation Kesh ou Monsieur Kesh ou Grigory Grabovoy ou la Science of Eden. Mais ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas eu la piqûre comme nous. Donc, ils ne se sont pas engagés pour en apprendre plus. Et après, il y a une très grande communauté de gens qui participent, qui écoutent des webinaires, qui écoutent des multiplications, qui font des choses à la maison, qui parlent entre eux et avec des amis de ces sujets-là. Donc, qui pratiquement et concrètement avancent cette science-là et il faut Aviram, on ne t'entend plus. Je pense qu'il y a une coupure. Oui, moi non plus, je ne l'entends plus. Bon, je pense qu'il va revenir. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est déjà arrivé il y a quelque temps. Donc, ce que je disais, c'est tout le monde parmi nous perd leur connexion des fois. Parce que des fois, ça passe par-dessus notre tête, on comprend pas les mots qu'il utilise, etc. Faut pas désespérer dans ces moments-là, car Monsieur Kesh dit avec ses propres mots, à la Fondation Kesh, nous semons des graines pour les générations futures, afin que nos enfants et petits-enfants puissent comprendre la connaissance du Créateur et vivre dans un monde pacifique. Ça veut dire que les connaissances et
un peu mentionné ça avant. Les connaissances qu'il nous multiplie actuellement, c'est le niveau créateur. C'est déjà au-delà du niveau de la Terre, au-delà du niveau universel. C'est le niveau du créateur. Donc, c'est très évident et c'est très naturel et c'est complètement vivable et pardonnable qu'on ne désespère pas que quand des fois on ne comprend pas. Même si Monsieur Cash lui-même dit, ben, je vous ai dit ça 3 millions de fois et vous n'avez pas compris. Exactement. Donc, on a du temps. C'est des connaissances qui sont tellement évoluées, qui vont se déployer, surtout aussi sur le niveau de l'âme et pas seulement sur le niveau, on dirait, mental, logique. Donc, faut pas désespérer, faut se pardonner et juste laisser une ouverture. Comme Hélène Laporte, elle a dit ça très bien dans un webinaire qu'elle a donné. Elle disait, ce que je vais vous lire maintenant, ça peut être super complexe pour vous, probablement avec votre mental rationnel, c'est très difficile à saisir, vous n'allez pas comprendre. Et je vous le dis avant que vous pouvez juste écouter ma voix comme de la musique et vous pouvez essayer, si les sujets vous dépassent, d'écouter ma voix aussi comme de la musique, parce qu'à ce moment-là, vous gardez une ouverture et les connaissances passent par les deux canaux simultanément. Ils passent par le canal de la voice box, de la boîte vocale d'Aviram, mais ils passent aussi par l'âme d'Aviram directement à votre âme et ce canal va rester très ouvert et accessible si on fait ce petit ajustement dans des situations de stress pour dire, OK, je vais l'écouter comme j'écoute la musique. Il n'y a rien à comprendre, je vais juste m'exposer à la multiplication et qu'est-ce qui doit rendre va rendre. Je peux en faire confiance. Voilà. Ensuite, c'est une partie que j'ai mis moi-même parce que j'ai tout à coup, quand j'ai écrit le bulletin, j'ai été saisi par une identité, comme quand M. Kesh, il parle jamais de la résurrection, comme Grigory Krabovoy parle jamais du voyage spatial. Et tous les deux, tout à coup, j'ai été saisi par le fait que la procédure dans les deux technologies est exactement la même, passe par les mêmes. Donc, si on regarde le voyage par l'âme, on sait, on arrive avec notre corps. Ensuite, notre corps est suspendu pendant le temps, entre guillemets, du voyage et pour être rétabli dans l'environnement de notre but de voyage. Donc, le 6 juin, ça va être à un moment donné, on va se beamer ou téléporter de la Terre à la Lune et retour. Et le trajet, ce qui était avant sur le plan matériel, un trajet, cette période, le trajet est cancellé du voyage. Donc, on disparaît, si on veut, sur le plan matériel terrestre pour réapparaître sur le plan matériel lunaire. Si on regarde le concept de la résurrection de Grigory Krabovoy, la résurrection, tout d'abord, peut se faire lorsqu'on a subi une mort ou pas. On peut apprendre, comme je le fais, je avance très lentement dans mon cours de 9 mois.
Donc, je suis rendu, je crois, au-delà de 12 mois déjà, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et parce que je veux prendre mon temps pour vraiment comprendre comme il faut les détails qui sont enseignés. Donc, actuellement, je apprends sur la résurrection. Et la résurrection, la première chose que j'ai appris, normalement, elle se fait avec une personne qui est partie, mais elle peut aussi se faire pour une personne qui n'est pas partie. Par exemple, nous-mêmes, en apprenant cette technologie évolutionnaire de résurrection, on passe par les mêmes processus si on veut. On sait manier ce processus, on s'habilite à le faire pour quelqu'un d'autre et au même temps, on apprend nous aussi. Dans le cas plus standard, c'est-à-dire une personne part, elle quitte son corps physique, le corps physique prend son chemin et les soins enterrés tels quels, soit il est incinéré et les cendres sont enterrées ou dispersées dans des endroits préférés de la personne, si ça c'est permis. Et après la résurrection, la personne qui était partie avant, elle revient dans un corps. Et là aussi, il y a une certaine gamme de liberté. Est-ce que normalement, selon Grigory, la plupart des gens qui ressuscitent dans le même contexte où ils ont mort, où ils ont quitté leur corps, aussi vu qu'ils reviennent même après avec les mêmes connaissances professionnelles qu'ils avaient eues avant de quitter le corps. Donc, il ne revient pas nécessairement dans la même famille, c'est-à-dire dans exactement le même contexte social, mais ils peuvent probablement être dans un autre contexte. C'est dans le même optique, le voyagement spatial proposé par M. Kesh nous amène déjà sur la ligne comme premier test, c'est-à-dire c'est pas juste un voyage de Téhéran à Pékin ou à Beijing, mais c'est un autre corps céleste, donc c'est pas très habituel et on se rend compte aussi si on ferait juste un voyage entre Beijing et Téhéran, il y a peut-être il pleut et l'autre il pleut pas, il n'y a pas exactement la même température, mais le climat, les conditions atmosphériques, gravitationnelles, etc., restent plus ou moins pareilles, c'est-à-dire on peut sans question revenir avec le même corps. Pour la résurrection, c'est exactement la même chose. Vous savez aussi qu'il y a une résurrection très, très, très rapide, dépendamment, le temps de la résurrection d'ailleurs, est en fonction de la structuration de la conscience, comme toujours. C'est-à-dire une personne qui a un mental bien structuré, elle peut déjà, avant que le corps est manipulé par ceux qui restent, c'est-à-dire inhumés ou enterrés, ils peuvent revenir dans les 6 heures, dans les 12, 24 heures. Donc, dans leur corps, ils réaniment en ce moment-là leur corps qui était déjà déclaré seulement non animé par la médecine classique. Donc, ça pour dire que c'est exactement le même processus. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Et à ce moment-là, le processus est le même. Et c'est-à-dire que quand M. Kesh nous enseigne sur le voyage spatial,
Grégory nous enseigne sur la résurrection. Tous les deux traitent les mêmes sujets. C'est la même technologie finalement. Et les deux technologies nous amènent à l'éternité. Parce que si M. Kirsch ne cesse pas à répéter, une fois qu'on réétablit son corps, notre corps va se rétablir en prenant en compte les conditions environnementales de notre destin de voyage. Donc, si nous vivons dans un temps actuellement où le voyage spatial prend un autre niveau et un grand tabou de toutes les religions bien établies, la résurrection des gens ordinaires, c'est-à-dire de nous, devient aussi plus mainstream à l'heure actuelle. Et les deux nous amènent, comme j'ai déjà mentionné, à la vie éternelle, parce que si je peux rétablir mon corps dans les conditions propices à la Lune, je vais parler un peu plus de détails plus tard, je peux aussi voyager ou pas voyager du tout. Je peux juste suspendre mon corps et le réétablir dans l'endroit où je suis actuellement, mieux adapté à la vie ici. C'est-à-dire, et ça c'est très bonne idée pour des gens qui sont atteints de maladies graves. Ils n'ont pas nécessairement le goût de voyager à quelque part d'autre. Leur but principal ou leur préoccupation, c'est comment rétablir sa santé et avec le même processus. Monsieur Grabovoy nous explique de l'autre côté que chaque résurrection est forcément à la norme, c'est-à-dire on ne peut, si on ressuscite un corps qui fut avant malade, le nouveau corps, soi-disant, il va être dans une santé parfaite. Et ça, c'est corroboré par tous les gens qui ont ressuscité, comme Madame Mourjani, dont je vous déjà parlé, qui a fait une expérience étendue de mort imminente. Et elle est revenue. Elle était elle était morte selon la médecine classique de cancer, phase terminale, cancer de la lymphe. Et après, je crois c'était quelques semaines, 2 semaines après qu'elle est revenue, il n'y avait aucun signe d'un cancer dans son corps. Donc, ici, je peux, alors là, on peut dire que chaque voyage par l'âme me donne la possibilité aussi de rétablir mon corps à la norme. Et à ce moment-là, si je fais ça, en fait, je l'ai besoin de faire une seule fois. Si je le fais une seule fois, mon corps va se rappeler, oh, c'est comme ça que je peux me rétablir toujours à la bonne, à la bonne forme parfaite, dans la bonne santé. Et si je fais ça, ça annule la possibilité de vieillir, ça annule la possibilité de tomber malade et ça annule de toute évidence, par conséquent, la possibilité de mourir. Donc, les deux technologies nous offrent la vie éternelle par le simple fait qu'ils annulent la possibilité de la mort. De cette manière, nous atteignerons notre vie éternelle dans le corps physique, ce qui n'est pas exactement proposé par les religions contemporaines. Et le corps physique qui est tout à fait à la norme, il est aussi invulnérable. Mais on a appris à ce moment-là sa propre invulnérabilité parce que
on peut, oui, voyager à la Lune. On peut aussi, admettons, on est dans une île comme Dominica en 2017 et le ouragan Maria va arriver dans quelques heures qui va dévaster toute l'île. On peut à ce moment-là, où Hiroshima, la centre nucléaire s'effondre, et à ce moment-là, les gens qui sont autour peuvent aussi suspendre leur corps. Ils ne seront pas affectés par l'événement néfaste et ils peuvent après, dans le même endroit ou ailleurs, rétablir leur corps à la parfaite santé. Et comme j'ai mentionné, de cette manière, si on peut faire ça tout le temps, ça veut déjà dire en soi, on est devenu invulnérable dans notre corps. Et quand on acquiert toutes ces qualités-là, il faut aussi peut-être mentionner un autre truc, quand on a appris, accepté et appris l'invulnérabilité de notre corps, qu'on peut se dématérialiser et rematérialiser à volonté, ça veut dire que on est complètement plus soumis à rien. On n'est plus soumis à rien, point. Je voulais faire là un sauf, mais il n'y a pas de sauf parce que nous sommes créés avec une liberté absolue. Donc, il n'y a pas de bémol. On est invulnérable, on peut se matérialiser, dématérialiser à volonté et on est éternel dans le corps physique, c'est-à-dire on n'a plus besoin de manger des frites et des poulets, on peut manger, soi-disant, les paquets d'énergie en provenance du centre de l'unicos directement. Alors, à ce moment-là, on a beaucoup de temps tout à coup parce qu'on n'a plus besoin d'exercer une profession pour gagner de l'argent. On a juste envie de faire certaines activités parce que ça nous donne des expériences et du plaisir qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Donc, notre optique d'activité va se rediriger automatiquement et naturellement des choses qu'on dit aujourd'hui, faudrait qu'on fasse. Les faucons vers les moineaux. Donc, il y a beaucoup plus un shift, une redirection vers la créativité. Et si on a une redirection majeure vers la créativité, c'est-à-dire cela nous met aux côtés du créateur parce que il s'appelle le créateur. Et nous nous appelons au fond les co-créateurs qui créaient avec lui tous ces mondes splendides parce que c'est le plus grand plaisir qu'on peut imaginer. Donc voilà. Alors ça, si on se rend compte de ça, que maintenant nous vivons dans une époque où toute l'humanité peut faire un pas évolutionnaire pour se rendre à côté du Créateur. C'est-à-dire avec toutes les capacités, pouvoirs, etc., etc. Si on se rend compte de ça, on n'a jamais eu ça avant. C'est-à-dire, c'est vraiment le plus grand pas évolutionnaire qu'on peut même imaginer. Au-delà quand on a fait le pas, au-delà de ce moment-là,
il y a juste cette évolution harmonieuse et éternelle qui se poursuit éternellement. Donc, mais il n'y a pas un autre pas ou peut-être je ne peux pas le concevoir pour le moment. Mais qu'est-ce que j'ai appris avant de l'évolution sur cette planète ici et les évolutions qu'on peut lire dans d'autres endroits, c'est incomparable ce qui nous arrive aujourd'hui. Et cette pas évolutionnaire, il ne peut pas être fait par quelqu'un être humain et les autres non. Ça peut s'étendre, tout ce processus de pas évolutionnaire peut s'étendre dans le temps physique de la Terre, sur le plan matériel. Mais au fond, cette transition peut être seulement faite par l'humanité entière. Et quand quelque chose se fait par l'humanité entière et nous sommes liés à tous les autres éléments de l'univers, c'est-à-dire c'est aussi un pas évolutionnaire qui atteint et affecte l'unicos en entier. Donc c'est vraiment le grand ménage qui se fait actuellement. C'est-à-dire, ça veut dire ce que je trouve assez important, on ne peut pas apprendre les enseignements de Grigory Grabovoy ou de Meher Ankesh pour accumuler des compétences à nous-mêmes qui nous rendent très spéciales et nous allons être les premiers qui peuvent voyager par l'âme et pas les autres, surtout pas les autres qui veulent rien savoir des connaissances qu'on essaye des fois de leur expliquer. Non, on va faire cette transition en tant qu'humanité. Donc, il n'y a pas premier arrivé, premier servi. C'est pas comme ça. C'est seulement, nous pouvons individuellement, c'est ça ce qu'on fait avec les multiplications, on peut individuellement mettre toute notre énergie dans le processus de ce pas évolutionnaire pour aider toutes les autres idéalement sur le plan fondamental et ne pas sur le plan matériel. Parce que il y a plein de gens, vous savez, nous vivons au même temps, dans un temps de beaucoup plus de polarisation que jamais. Parce qu'on a tous les moyens de communication globale et totale qu'on voudrait avec Internet et télévision, etc. Et à ce moment-là, par tout ce brouhaha de COVID, tout ce chaos-là, le chaos se met aussi dans les relations familiales, dans les relations même intimes, où un partenaire, il veut se faire vacciner parce qu'il croit que le gouvernement, c'est bon et ils vont nous proposer juste des choses qui sont bonnes pour nous. Et l'autre partenaire trouve, non, c'est l'opposé, tu comprends rien. Ils sont en train, t'imagines, ils sont en train de nous tuer et tu veux prendre le poisson comme librement, pas toi-même. Est-ce que ça va dans ta tête? Hein? Vous connaissez ça. Donc, faudrait pas agir sur le plan matériel verbal, mais vous pouvez rester chez vous dans le confinement de votre choix et nous pouvons tous multiplier tout le temps ce que nous avons appris. À ce moment-là, comme maintenant, pendant cette multiplication, l'attention que vous faites, vous participez comme moi, comme Meher Ankesh, comme Grigory Grabovoy, comme le créateur d'ailleurs, au même mouvement qui est de rénover ou d'élever la conscience collective
qui est la condition sine qua non, ce pas se fait ou pas. Parce qu'on peut seulement voir et expérimenter qu'on a fait le pas évolutionnaire, c'est-à-dire on est Dieu, le moment où l'éternité de notre corps physique, notre invulnérabilité et la réalisation que nous sommes les créateurs de Dieu viscéralement s'est établi dans la conscience collective. Donc, ça prend absolument qu'on travaille sur ça, parce que ça ne peut pas se passer autour de ça. Pour le moment, c'est beaucoup encore que tout le monde spontanément croit dans la réalité de la mort. Aussi longtemps qu'on observe ça, le travail n'est pas terminé. Et pendant ce moment-là, on peut aussi observer nous-mêmes que même nous-mêmes, un ami nous approche et il dit « ma femme est morte » ou « ma mère est morte ». Et là, qu'est-ce qu'il fait? Notre manche tombe, nos yeux deviennent grands et sans fixation de rien. Et on était comme « ah merde ». Et qu'est-ce que ça veut dire? On croit à la mort. Si notre réaction est quelqu'un nous dit « ah, ma mère est morte », tu sais, ma mère est morte, tu dis « ah, je comprends ta détresse, ta tristesse ». Et à l'intérieur, on peut dire « ah, une autre personne que je peux peut-être ressusciter ou aider à ressusciter ». Donc, pour ça, je vous ai mis que c'est très important que nous ne lâchons pas notre devoir, qui est un vrai plaisir finalement, que par le fait que notre réalité change le moment où la vie éternelle fait partie de la conscience collective. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça prend? Un petit détail dont M. Kesh parle plus ouvertement et directement que Grégory Grabovoy. Quand il dit arrêtez de regarder les GANs et les nanoplaquages, etc., regardez plutôt, dirigez-vous d'observer les effets des champs plasmiques qui ne sont pas visibles. C'est nécessaire que vous quittez un peu ou vous détachez votre attention du plan matériel. Vous vous détournez du plan matériel vers le plan fondamental. Ça peut ressusciter, si on veut, un programme assez fort dans la conscience collective qui fut installé par toutes les religions que je connais contemporaines, qui disent que oui, il faut renoncer au corps. Parce que le corps, surtout l'Église catholique et protestante et tout ça, chrétien, on peut dire, il faut négliger le corps. Les Juifs aussi. Pourquoi vous pensez les Hassidiques forcent leurs femmes à se raser le crâne et de mettre des perruques? Pourquoi vous pensez les Indiens, les Hindous sont gaga devant les Sadhus qui mangent pas, ils sont maigres comme des piquets avec les yeux creux et qui voilà. Hein? Et tout ça. Pourquoi les bouddhistes sont attirés en admiration devant les moines mendiants qui renoncent à tous les plaisirs physiques ou charnels? Pourquoi? Parce que leur religion dit « ah, il faut passer par là », parce que le corps, c'est tentation et le corps te
enlève ou te dévie de ta vie spirituelle, si tu veux avoir une. Et ça se propage même sur le plan de l'argent. Quelqu'un qui gagne facilement son argent et qui vit une vie super aisée, on va tout de suite penser, ah mais lui, il ne peut pas avoir une grande spiritualité. Hein? Bill Gates ne peut pas être spirituel. À part, il y a d'autres indices. Non? Il faut observer ça. Et ça, c'est une croyance collective qui peut nous rendre justement la croissance spirituelle très difficile, surtout ce pas évolutionnaire. Et parce que si on croit qu'il faut renoncer le monde, le corps et les plaisirs physiques, on pourrait s'imaginer le Créateur qui va écouter un catéchisme de ses prêtres qui propose le renoncement du corps. Et là, le Créateur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais comment pourrais-je vouloir que tu renonces au ton corps et les plaisirs et le monde quand je l'ai créé pour toi moi-même? Je ne suis pas psychopathe. Je suis le Créateur, je suis tout à fait à la norme. Je ne peux pas créer des choses qui ne sont pas à la norme. Donc, ton corps, notre corps est toujours à la norme. Tout ce qui n'est pas à la norme provient de la conscience collective qui déforme la norme. Voilà, tout est compris. Donc, on a le choix à comprendre et faire la différence quand une religion ou un gourou dit renoncer au corps et au plaisir charnel. Et si Grigory Grabovoy dit c'est beaucoup plus facile et plaisant votre vie quand vous la vivez librement sur le plan spirituel qui va inclure votre corps. Par votre corps, c'est l'endroit par lequel vous allez trouver votre éternité et vous pouvez structurer votre conscience seulement à travers votre corps physique. Et M. Kesh ne dit pas le voyage spatial, ça se fait, vous suspendez votre corps et voilà, vous êtes une âme et après vous pouvez aller et foutre qu'est-ce que vous voulez sans corps bon. Non, il rétablit le corps et il rétablit le corps qui est super adapté au nouvel endroit et le nouvel environnement est super adapté au même temps aux besoins de notre âme. Et voilà, on arrive au titre de notre session, que nous serons des métaphores, oui, on est des métaphores de nous-mêmes. Oh non, on est des métamorphes parce on peut, si on est très proche à notre âme, on peut métamorpher, c'est-à-dire on peut contrôler la forme que notre corps prend. Exemple de M. Kesh, si on arrive sur la Lune et on veut bouger naturellement comme on est habitué bouger à la Terre, c'est-à-dire on veut être capable de marcher, courir et sauter, et on ne veut pas être soumis à un manque de gravitation qui, si je saute, je veux juste sauter comme 50 centimètres et pas 25 mètres ou à travers le cratère de je ne sais pas quoi sur la Lune et me perdre. Donc, à ce moment-là, il faudrait que le corps qui se fait rematérialiser sur la Lune se fait
d'abord un corps qui n'a pas besoin de respirer parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Deuxième, le corps, il n'y a rien à manger, donc un corps qui n'a pas de système digestif non plus, c'est-à-dire c'est un corps qui peut utiliser les paquets d'énergie qui sont pas spécifiques de l'univers pour rétablir son énergie. Au même temps, il devrait avoir peut-être 6 fois la densité pour compenser pour le manque de force gravitationnelle pour être capable de bouger comme ça. Ça, c'est une façon. Ça, c'est l'image à gauche, c'est un extraterrestre hyperdense. Dans l'autre, la deuxième option de forme qu'on peut adopter sur la Lune, c'est la forme qu'on a actuellement. Ça peut être homme, femme, enfant ou whatever. Et vous créez, ou votre âme crée parce que c'est votre volonté, une atmosphère gravitationnelle et gazeuse autour de comme 1 centimètre juste autour de votre corps. Pas besoin de changer quoi que ce soit de la inertie ou de la constitution lunaire. On va juste on va amener ou recréer 100 milliards fois par seconde un environnement qui permet à notre corps tel quel de bouger là-bas. Ou on peut ne pas rétablir notre corps et on peut juste exister encore en tant qu'âme, c'est-à-dire dans un état invisible. Pour faire cela, il faut se rappeler, c'est important que il y a une condition préalable. Et cette condition préalable, c'est un circuit de sécurité établi par le Créateur qui nous protège contre nous-mêmes. Par exemple, pour faire le trajet de suspendre son corps et rétablir son corps, ça prend une conscience très structurée parce qu'il faut être capable de tenir la forme qu'on veut rétablir assez longtemps qu'elle puisse se rétablir. Si on a un attention span, c'est-à-dire un intervalle d'attention qui est juste une demi-seconde, comme sur Facebook, et l'idée que nous avons de notre forme à prendre change 2 fois par seconde et admettons ça prend 5 secondes sur le plan matériel pour rétablir le corps, on va avoir un mélange de corps de 10 corps différents parce qu'on a justement pensé à 10 corps différents et on a pensé aussi à toute autre chose au même temps. Donc, pour rendre le rétablissement de notre corps stable et vivable, ça prend que notre conscience soit structurée. Et c'est pas nécessaire, la structuration de la conscience peut se faire lentement et peut se faire aussi subitement si vous remplacez structuration de conscience par illumination. Il y a des gens, de toute façon, la structuration, c'est un point dans le temps comme un tipping point, un point de bascule. Avant, on ne pouvait pas, après, on peut tout à coup. Mais cet point de basculement prend un certain temps de préparation. Donc, c'est un processus qui prend au même temps du temps et au même temps, c'est un changement soudain, non prévisible. Et il peut aussi être amené par le PRK1U
ou par l'unité universelle, verticale ou horizontale d'amélioration. Ensuite, M. Kirsch a finalement expliqué la différence entre des champs gravitationnels et des champs magnétiques pour toujours. Peut-être. Alors, il a dit avant, je vais vous amener pas. Conventionnellement, on voit les champs magnétiques comme linéaires. C'est des lignes de force qu'on voit quand on congèle du gans dans un bloc de glace, quand on regarde un aimant sous un papier avec la poussière de fer sur le papier, ça va s'orienter comme dans l'image à droite, c'est-à-dire il y a vous voyez des lignes de force noires qui sont émises par le pôle nord d'un plasma. Au même temps, il y a des forces gravitationnelles qui entrent dans le pôle sud du même ou un autre plasma. À ce moment-là, on peut dire les champs sont magnétiques ou gravitationnels au même temps, mais ça dépend de notre point de vue. Quand on regarde la partie du champ qui part du pôle nord jusqu'à l'équateur, c'est magnétique. Et à partir de l'équateur, quand ça s'oriente pour entrer dans un pôle sud du même plasma ou un autre, ça devient gravitationnel. Donc, ça dépend de notre point de vue. Et là, M. Kirsch a continué à expliquer, si on regarde avec conscience et savoir l'image de l'aimant, on voit entre les lignes noires des lignes blanches. C'est des space gaps, des gouffres de l'espace, comme des espaces entre les lignes de force. Et ces espaces entre les lignes de force sont constitués par les champs d'une force opposée. C'est-à-dire, si on regarde un pôle nord, on voit tous les champs magnétiques qui sortent. C'est les flèches rouges sur le plan, sur l'image à gauche. Entre et les flèches rouges, justement, sont séparées par les flèches bleu pâle dans le sens inverse. Même chose au pôle sud. Les champs représentés par des flèches bleues sont séparés par des flèches roses dans la direction inverse. C'est-à-dire, même dans le pôle nord, il n'y a pas juste tous les champs qui sont là sont magnétiques, non. Et dans le pôle sud, tous les champs qui sont là sont gravitationnels, non plus. Il y a toujours gravitationnel et magnétique partout. Et ça veut dire que parce que c'est faux ou c'est inutile de visualiser un champ magnétique ou gravitationnel comme une flèche, comme une ligne. Le point de vue linéaire nous ne laisse pas bien comprendre comment ça fonctionne. C'est plutôt si on fait un cercle, comme l'image au centre, qui fait plus l'affaire d'expliquer qu'est-ce qui se fait. Donc, dans un plasma ou n'importe quelle autre entité, il y a toujours les forces magnétiques et gravitationnelles qui font partie du même cercle. Vous pouvez continuer le cercle à l'intérieur du plasma. Et on a toujours, ils sont séparés par la direction du contraire.
C'est-à-dire chaque magnétique est en même temps gravitationnel et entouré de gravitationnel. Et pour le gravitationnel, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas seulement une catégorisation du point de vue de l'observateur, mais c'est une autre perception de réalité. Et c'est pour ça, c'est la science du créateur. Parce que les champs sont circulaires. Si on veut prendre une métaphore, il faut prendre une métaphore du plan matériel parce qu'on n'a pas de mots pour le plan fondamental. Donc, chaque champ qui donne augmente notre capacité de recevoir, qui augmente notre capacité de donner, qui augmente notre capacité de recevoir, qui augmente notre capacité de donner. Et tout ça simultanément. Ça tourne la tête? C'est ça. Donc, parce qu'il y a toujours des questions, est-ce que pour faire le voyage avec l'âme par l'âme, est-ce que il faut que je connaisse des coordonnées dans l'espace sur la Lune où je peux diriger mon champ magnétique pour y arriver? Là, monsieur Kirsch n'a même pas dit, mais comment tu diriges ton champ magnétique, mon ami? Et il n'a pas dit, ah oui, oui, il l'a dit une autre fois. Les coordonnées physiques correspondent à des coordonnées émotionnelles, affectives à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on peut se diriger vers la Lune, vers l'âme de notre mère, vers l'âme de notre grand-mère ou Alpha Centauri, un autre système, une autre galaxie. Donc, tout ça, ça s'explique plus facilement si on comprend les champs circulaires et non linéaires. Deuxième partie, la terra incognita. Donc, la deuxième partie que je vous avais promis que je vais parler de la relation entre la Terre et nous, les humains. Tout d'abord, on peut constater que la Terre a un grand impact sur l'homme. Tout d'abord, on ne peut pas penser l'homme sans terre, sans aucun environnement. Si on fait ça, la question qui arrive tout de suite, c'est et puis, parce que c'est un non-sens. Et l'homme n'est pas créé. Il n'y a aucune création dans l'univers qui se fait à l'abstraction d'environnement. Toute création, tout élément est créé avec et dans son environnement. Donc, et cette terre, c'est notre environnement, elle a évidemment un grand impact sur nous. De l'autre côté, vu du Créateur, la terre est établie par moyen de communication du Créateur à nous. Donc, la Terre a un impact sur nous et cet impact, c'est toujours la voix du Créateur. Il veut nous dire quelque chose par tous les événements que nous subissons ou expérimentons par le biais de la Terre. C'est-à-dire, nous sommes, si la Terre est comme un téléphone, à deux voix. Donc, le Créateur nous parle et nous parle au Créateur. Nous pouvons parler au Créateur. C'est-à-dire, le plus que nous utilisons la Terre dans ce que nous faisons, ou le plus que nous considérons
la terre, le plus vraiment nous communiquons par la terre avec le Créateur. Et ça veut dire le plus nous nous rapprochons du Créateur. Et ça veut dire le plus nous nous rapprochons de notre âme. Et de cette manière, dans les livres, je juste me rappelle de Anastasia, elle dit, dans la culture védique, c'est-à-dire où tous les êtres humains étaient à la norme et leur vie sociale également, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. Le Dieu était expérimenté et aimé dans la nature parce qu'il est la nature. Quand on dit la terre est le moyen, l'interface de communication du Créateur avec l'homme, ça veut dire que c'est une partie, la terre est une partie du Créateur, comme la terre est une partie de nous. Parce que la terre miroite non seulement notre évolution, l'état de la terre actuelle miroite notre évolution. Ça, c'est très clair. Toute la pollution et la destruction que nous avons fait, c'est nous l'avons fait. Et ça, justement, reflète ou miroite notre négligence de la terre, notre éloignement de la terre du Créateur et de notre âme. Et au même temps, ça miroite aussi par le fait même l'état de la pensée du Créateur sur la terre, parce que la terre, c'est, si on veut, les pensées du Créateur matérialisées. Donc, dans ce contexte, c'est déjà évident et très bien d'être écologiste, d'avoir une conscience écologique. Qu'on commence à apprécier la terre, on va encore la voir comme séparée de nous. Mais on va l'aimer comme on aime toutes les choses séparées de nous ou les personnes. Donc, la préservation écologique est un premier pas. Mais quand on comprend le lien fondamental entre la terre et nous, on commence à imaginer ou anticiper un peu qu'on a un autre rôle à jouer dans la terre ou à propos de la nature. Parce que si on sait que nous sommes co-créateurs du Créateur, on sait aussi que nous avons des liens avec tous les éléments parce qu'on les a co-créés et on les co-créés sans cesse. On a une responsabilité qui grandit naturellement avec nos connaissances intégrées, assimilées. Et alors, on pourrait développer au-delà de la préservation écologique sur le plan matériel, on pourrait découvrir une responsabilité et aussi un pouvoir de restauration de la nature activement. De ne pas juste dire, ah, mais Dieu va s'en occuper pendant que moi j'exploite les mines d'or. Non, c'est pas ça. On a un rôle actif à jouer si on comprend qu'on peut normaliser la nature aussi. Dernière fois, on a parlé de cycle de menstruation.
Quand M. Kesh dit la unité universelle d'amélioration / matérialisation, il dit que cette unité peut produire de l'or, du cuivre, de fer, whatever on veut. On n'a pas besoin de faire des mines et d'extraire les minéraux de la croûte terrestre. Donc, à ce moment-là, déjà, cette unité universelle d'amélioration normalise un secteur de notre vie sur la Terre. Un autre secteur, c'est sur l'image en bas. Vous voyez une petite biche et vous voyez le loup. Et vous savez, le loup mange des petits biches. Mais ce n'est pas à la norme. On peut vouloir, nous, parce que notre job ici, notre vocation ici, c'est de ramener tout à la norme. Ce qui est un travail perceptionnel, faut pas oublier. On ne peut pas pour le moment, on ne peut pas voir les loups dormir dans le même nid que la petite biche. Pourquoi? Parce que nous mangeons des poulets. Donc, ça prend que nous sommes comme les exemples du monde animal. C'est-à-dire les animaux nous regardent tout le temps et ils peuvent seulement avancer au même beat au même rythme que nous avançons. C'est-à-dire quand nous avons aurions réglé une des plus grandes failles que nous avons de garantir notre subsistance en tuant ou par le meurtre. Aussi longtemps qu'on fait ça, on ne peut pas s'attendre que par miracle, les loups arrêtent de manger des biches. Alors, il faut, en autre mot, dans les mots de Grigory Grabovoy, il faudrait montrer ou procurer aux loups une autre façon de se nourrir. Et il ne veut pas dire de produire des autres nutriments comme des biches synthétisées en canne pour les loups. C'est pas ça. Il ne parle pas du niveau matériel, il parle du niveau spirituel, c'est-à-dire le niveau de la pensée, le niveau de la conscience. Si on a vraiment hâte de vivre dans le paradis où le lion dort avec l'agneau ou le loup avec la biche, c'est indispensable que nous avons arrangé notre problème de nous nourrir sans violence auparavant. Et là, on voit très bien le lien entre la Terre et tout ce qui vit sur la Terre et nous. Nous avons la responsabilité non seulement pour nous, non seulement pour la planète Terre, mais aussi pour tout ce qui vit sur cette planète Terre et au-delà. Et il ne faut pas oublier, nous dit Grigory Grabovoy, que la présence divine accélère grandement nos normalisations. Donc, tous les efforts qu'on fait, tirer plaisir, faut pas oublier, nous, on veut pas faire des grands efforts. On veut expérimenter des choses, on veut avoir des plaisirs. C'est pas un effort. Et si, à ce moment-là, si on fait une normalisation, on peut être conscient que chaque fois on veut normaliser quelque chose, on fait déjà pour quoi on est fait par le Créateur.
On est déjà aux côtés du Créateur. Et à ce moment-là, on est déjà dans un contexte de co-création, c'est-à-dire on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes tout seul. C'est toujours le co-créateur qui tout de suite participe. Le moment où on travaille pour le salut global, le Créateur participe. L'inverse est vrai aussi. Le moment où on veut travailler pour les buts particuliers, ce que je veux compte pour moi, on n'a pas le soutien du Créateur et il y a des chances qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bon. Dans le même contexte, on peut alors se demander un monde en chaos, comme on voit le monde actuellement, surtout sur le plan matériel, qui en est en contrôle. Parce que toute cette, qu'on se voit séparé de la Terre, qu'on se voit séparé de toutes les autres règnes sur la Terre, ça, ils ont des conséquences et ils ont des croyances dans la conscience collective qui amène justement ça, le chaos. Par exemple, la Bible qui dit l'homme est la couronne de la création. Comme si le Créateur a créé des animaux et des plantes et le ciel et les océans et tout ça, les montagnes. Et c'est comme, ouais, c'est des créations, mais c'est un peu pas parfait. Mais là, je vais faire la vraie chose. Et la vraie chose, ça va être l'homme, la couronne de la création. Et pour cela, je lui donne le pouvoir de dominer et d'exploiter le reste de la création. Ça, c'est, comme on dit en anglais, it's full of shit. Le créateur a pas fait ça. Il peut même pas penser à faire ça, même pas en blague. Et parce que nous, on croit cet mensonge-là volontiers parce que ça nous met dans une position où je peux exploiter je peux combler mes besoins même au détriment de quelqu'un d'autre. Je ne veux plus, par exemple, je ne veux plus ou je supporte pas d'être seul. Ça me fait trop souffrir. Je me cherche une blonde. Je vais me marier. La femme de ma vie est juste là que je me sens pas tout seul. C'est dégueulasse. Mais ça vient de là que je peux utiliser, j'ai le droit d'utiliser toute la création, inclus les autres êtres humains, parce que je me suis déclaré la couronne de la création. C'est ridicule. Hein? Mais là, Grégory nous donne des exemples qui relativisent beaucoup cela. Le premier, chaque résurrection agrandit la masse de la terre. Chaque réincarnation, chaque ressuscitation, chaque résurrection agrandit la terre sur le plan physique. C'est-à-dire l'environnement terrestre dépend de nous mais surtout sur un plan de conscience structurée. Parce que si pas de conscience structurée, il n'y a pas de résurrection. Et la terre va pas grandir. Deuxièmement, les ossements. Et là, si la terre grandit, parce qu'il y a quelqu'un ressuscité, comme on prend l'habitude à voir et expliquer toutes les choses à l'inverse au même temps. C'est-à-dire, si la résurrection fait augmenter le volume de la terre
fait des résurrections. Et parce que c'est un processus qui n'est pas séparé. C'est-à-dire la terre a un intérêt vital que nous ressuscitons. Mais pas juste nous, les plantes et les animaux pareil, mais juste par nous. OK. Ça peut dire que c'est pas, oh, moi je ressuscite et ça c'est moi et c'est ma décision de me ressusciter. À mon œil. Comme cet exemple montre, ça peut aussi être la décision de la terre de me faire, qui plante dans mon esprit le souhait de ressusciter mon frère, par exemple. Les ossements que vous voyez, on peut faire les archéologues peuvent faire des observations qu'ils trouvent des ossements d'une espèce d'animaux à des certains endroits pour une certaine période. Après, ils disparaissent. Et on sait que l'espèce n'a pas disparu. Et ils trouvent pas des ossements dans des régions où on sait cette espèce a colonisé cette région également. La raison, parce que la terre enlève des ossements pour ressusciter les animaux ailleurs. Parce que ça fait partie de l'état à la norme de la terre ou de la vie. Il n'y a déjà, même sans nous, pas de mort. Alors, un être, un animal qui perd par une catastrophe ou par un autre animal ou par quelque chose, sa vie physique, la terre et l'univers et le créateur vont tout faire pour rétablir, ressusciter cet animal-là. Troisième exemple, les migrations des peuples. Non? Les Français s'appellent Français parce que c'est les Francs qui ont choisi l'Est, l'Ouest de l'Allemagne comme domicile. Et on parle toujours l'explication des scientifiques ou historiens des migrations des peuples, c'est parce qu'ils avaient plus de place. Wow! Si je regarde aujourd'hui la densité de population et je regarde la période de migration des peuples, c'était longtemps avant l'Empire romain. La densité de population, n'importe où, était comme très fluffy à l'époque. Donc, ça clique pas. Hein? L'autre, mais ils avaient la bagarre avec un chef et ils voulaient chercher, ils étaient comme forcés à émigrer par des raisons politiques. Oui, il y a toutes ces raisons là qui apparaissent dans les têtes des gens qui vont se ramasser en groupe pour migrer dans un autre endroit ou pour coloniser par Christophe Colomb, Vasquez ou Marco Polo d'autres endroits qui avant n'étaient pas découverts. Le continent américain, avant Christophe Colomb, n'était pas découvert. Et comme genre n'existait pas. Non. La vraie raison des migrations, c'est parce que la Terre avait besoin des êtres humains à certains d'autres endroits. Pour ça, elle a planté l'idée dans la tête des membres de l'espèce humaine un peu plus aventuriers d'avoir cette idée, ça serait le fun d'aller par là
personne n'est jamais allé par là et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se trouve derrière ce rideau. Ils ne sont pas dit. Quatrième exemple de Grégory, c'est un paradoxe économique. Un des plus grands détecteurs de lois économiques, économico-sociaux, c'est Karl Marx. Il a trouvé beaucoup de corrélations et il a formulé des lois. Une de ces lois-là qui sont après qui furent adoptées par la suite par les écoles non marxistes également. Une de ces règles, c'est quand un pays dispose de la même où une région dispose de la même situation économique, les ressources et le nombre de personnes et blablabla. Bla, 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 bla. Si ça c'est pareil, ils vont développer les mêmes structures gouvernementales. C'est pas le cas. Ça se faisait pas. Donc, Monsieur Grabovoi nous propose que c'est la Terre qui avait besoin d'un développement de gouvernance différent dans cette région que chez les voisins, pour une raison à elle. Donc, elle met dans la tête des gens la Révolution française et tout ce brouhaha-là et les rois avant, bah, non, j'aime pas trop ça. Je veux plus pas faire je veux pas vraiment passer par le féodalisme, comme la Suisse, par exemple. Voilà. Même conditions matérielles, développement de gouvernance complètement différent, même aujourd'hui semble différent. Donc tout ça nous donne un peu l'idée que nous ne sommes pas les initiateurs, mais c'est comme l'amalgame de terre et nous, cette évolution, cet développement naturel, infini et harmonieux qui fait ça. Et ça n'a même pas besoin d'une intervention divine en forme d'un Dieu personnalisé qui veut maintenant, il nous a envoyé la révolution. Non, 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 il n'a pas fait ça. Il a envoyé des orages et des tremblements de terre pour punir les gens. Non, non, il ne fait pas ça. Donc, si on regarde cette augmentation de notre pouvoir qui engendre par nos connaissances, qui engendre une augmentation de notre responsabilité, qui nous amène à vouloir activer notre participation dans la gérance de l'univers. Ça veut dire que nous comprenons que notre évolution est liée intimement à l'évolution de la Terre. C'est la même chose. Et ça veut dire aussi que Dieu évolue. Oui, parce que Dieu est éternel. Il ne peut pas être mort. Et une chose qui n'évolue pas, c'est la seule chose qui n'est pas vivant. Et une chose qui n'est pas vivant est mort. Donc Dieu évolue. Dieu, par ça, est éternel. Donc ça chamboule un peu nos conceptions sur le plan conscience collective naturellement, c'est-à-dire on est en train de faire le ménage. C'est-à-dire il y a une structure organique terre-homme. On ne devrait même pas dire entre l'homme et la terre.
Parce que quand on dit entre l'homme et la terre, on comme cimente la séparation entre la terre et l'homme. Et il n'y a pas de séparation entre la terre et l'homme. Cette séparation est fabriquée par les croyances non structurées de l'homme. Un exemple de Grigory Grabovoi, de cette structure organique entre l'homme et la terre. Nous connaissons tous des peuples qui vivent dans les déserts. À Rajasthan, les Rajasthani, en Sahara, les Berbères et les Touaregs. Ils vivent là. Depuis tellement longtemps, ils ont adapté leur vie à cette condition de désert. Tout semble parfait. Mais, dit Grigory, vous avez observé aussi que l'état désertique, qui n'est pas à la norme, n'a pas changé. Les humains vivent depuis longtemps dans les régions désertiques et l'état désertique n'a pas changé. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interaction vraiment entre les deux. La raison pourquoi ça n'a pas changé, il dit, parce qu'ils ne sont pas donnés plus à la terre qu'ils ont pris de la terre. L'homme qui suit les croyances collectives, il va plus être un drain et pas une fontaine. Et le Créateur dit, soyez une fontaine et pas un drain. Et ça, c'est d'être une fontaine. On reçoit plus d'eau pour en donner plus d'eau. On donne pour plus recevoir, pour encore plus donner, pour encore plus recevoir, pour encore plus donner, etc., etc. Et je vous ai mis l'image du magnétisme, du champ magnétique gravitationnel. C'est exactement ça. C'est une preuve que cette partie ou cet énoncé de la science du plasma est vrai. Parce qu'on voit la même chose dans la vie de tous les jours. Et là, on pourrait dire, il y a des déserts, mais il y a des oasis. Hein? Et ça nous donne une autre interprétation aux oasis. Parce que les oasis sont plus le désert. Il y a de l'eau, il y a des plantes, et les gens qui vivent dans les oasis vivent aisément, c'est-à-dire plus à la norme. C'est intéressant, hein? Aviram, Oui. et non pas un drain. Tu as écrit ne pas un drain. Oh, mais quelle horreur! Là, c'est pas grave, je te dis juste. Merci, Catherine. Donc, quand vous lisez et pas, vous remplacez ça par et non. Et à un moment, ou non pas. Et à un moment donné, même Aviram va comprendre et se rappeler de ça. Et Catherine va être très contente. Encore plus contente qu'elle est déjà. Donc, pour finir, je vais vous donner 2 technologies évolutionnaires que vous pouvez faire et je vous suggère fortement de les faire. Un, c'est travailler avec le mot terre. Le mot terre, c'est un mot spécial comme le mot d'amour. Le mot amour, il a le caractéristique que le mot même peut normaliser des situations. Le mot terre aussi. Et selon Grigory Grabovoi, si vous prononcez le mot terre ou le mot amour,
syllabe par syllabe ou lettre par lettre très longuement, vous augmentez la possibilité ou l'efficacité de la normalisation. Donc, vous pensez à un projet de normalisation, une situation qui n'est pas parfaite pour vous, et vous, au même temps, vous prononcez à voix haute ou à l'intérieur de vous le mot terre de la façon comme terre dans votre langue maternelle. Donc, moi, allemand, erde. Ça, c'est la première technologie. La deuxième, c'est de visualiser la Terre, comme vous voyez sur la photo, comme un globe. Elle flotte devant votre œil imaginaire, comme un peu devant vous. Admettons 50 centimètres devant vous. Elle flotte là. Et là, vous pouvez prendre vos mains réelles ou vos mains imaginaires. Vous prenez cette sphère-là et vous la transportez avec un seul mouvement et doucement à l'intérieur de vous, probablement dans votre ventre ou dans votre poitrine. Après, vous vous rendez compte que vous avez la Terre à l'intérieur de vous. La Terre est à l'intérieur de vous. Et vous regardez les ressentis que vous pouvez avoir en ressentant ça. Et là, vous pouvez augmenter encore le ressenti ou l'efficacité de votre contrôle en envoyant tout votre amour à la Terre à l'intérieur de vous. Et ça, c'est une façon, une très, très bonne façon du travail qu'on a fait, dont on a parlé avant, de donner plus à la Terre qu'on en prend. Parce que Grigori Grabovoï veut dire surtout sur le plan spirituel. Et le plus qu'on peut donner, c'est l'amour. Alors, ça veut dire la terre, elle est à l'intérieur de nous et on la nourrit, on lui envoie tout notre amour. Et ça, c'est une interaction active avec la terre. Et ça confirme, parce que la Terre, à ce moment-là, est à l'intérieur de nous. Ça confirme l'intégration organique Terre-nous. Et il dit, c'est une très bonne idée de se rappeler le plus souvent qu'on peut dans la journée que de ressentir la Terre à l'intérieur de nous. Parce que par le biais même, on peut établir le ressenti de l'éternité à nous, à l'intérieur de nous plus facilement. À la fin de ma multiplication ou de notre multiplication, pardon, je vous mets une citation de Rachel Carson. C'est une femme d'écologie profonde qui a écrit déjà dans les années 60, où on avait la bagarre par rapport au DDT, vous vous rappelez, insecticide. On a sprayé à l'époque, on a sprayé le DDT un peu partout. Et elle a écrit par rapport à ça un livre qui s'appelle Silent Spring, le printemps silencieux, très visionnaire. Et elle dit dans ce livre-là, nous ne détruisons que ce que nous ne valorisons pas. Et nous ne pouvons pas valoriser
ce que nous ne comprenons pas. De là l'importance que M. Kirsch et M. Grabovoi mettent sur la multiplication des connaissances. Comme on a fait la multiplication aujourd'hui sur la Terre. La Terre est super importante pour le voyagement spatial ainsi que la résurrection. La Terre est super importante pour notre évolution. On ne peut pas la valoriser si on ne la comprend pas. Comme on ne peut pas vraiment valoriser notre propre vie si on ne comprend pas comment nous sommes créés. Ouais. Donc, c'est hyper important, les connaissances, et c'est je dirais, la voie royale pour toute l'évolution. Pour nous tous, en regardant ou en se rappelant que des fois, c'est difficile à comprendre ce qui est multiplié et proposé par tous les multiplicateurs qui y sont. Je vous ai mis, et je vais vous la lire lentement, la séquence numérique pour mieux assimiler. Pas nécessairement par le mental rationnel, mais aussi et surtout sur le plan émotionnel ou affectif. Vous pouvez penser à toute cette multiplication. Vous regardez votre écran ou vous imaginez KSW 398 et pendant que vous visualisez ça, vous écoutez la vibration des chiffres que je vais vous lire 2 fois. 5, 4, 9, 3, 1, 4, 8, 3, 6, 4, 8, 9. Encore une fois. 5, 4, 9, 3, 1, 4, 8, 3, 6, 4, 8, 9. Maintenant, je vous remercie pour votre attention, amour et partage et votre collaboration à cette magnifique multiplication pour élever la conscience collective qui va nous faire voir le pas évolutionnaire qu'on est en train de faire. Merci à vous tous et je vous laisse le microphone pour des commentaires et des questions.